14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. J'ai un peu l'impression que depuis le début du 21e siècle, l'amitié est devenue une valeur plus sûre que l'amour. En tout cas, on garde parfois bien plus longtemps une relation amicale qu'une relation amoureuse. Anne-Laure Buffet est mon invitée. Elle a écrit un très joli livre justement sur l'amitié et avec elle, je vous propose qu'on examine quelles sont les différences entre l'amour et l'amitié. Est-ce qu'on peut, sans risque, par exemple, faire l'amour avec un ami? Il me semble en tout cas qu'on peut éprouver du désir pour un ami, mais elle va nous donner sa réponse dans un instant, Anne-Laure Buffet. Et puis on va essayer de comprendre comment on entretient l'amitié, parce que je suis certaine qu'il y a tout de même certaines règles à respecter. Par exemple, est-ce qu'on peut tout dire à un ami? Est-ce qu'on peut tout lui demander? Est-ce qu'on peut tout accepter? Évidemment que non, vous en doutez bien. Et puis on pourra aussi évoquer nos fameux amis sur Facebook, pourquoi pas. En tout cas, je vous invite à venir parler de vos amis, qu'ils soient réels ou virtuels, ou si vous êtes en manque d'amis, peut-être que c'est le moment de venir vous confier. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychologue, thérapeute, vous avez écrit de nombreux ouvrages et ce fameux livre sur l'amitié aux éditions Erol. Il y a finalement assez peu de livres qui ont réellement traité de l'amitié, je trouve. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Quand j'ai fait des recherches pour écrire ce livre-là, alors je suis remontée loin, puisque forcément on remonte toujours à l'Antiquité, mais si on traverse les siècles, il y a relativement peu d'ouvrages. Et c'est récemment qu'on en voit arriver, et presque depuis le Covid. Et d'ailleurs, moi, l'éditeur m'a demandé, après le Covid, m'a demandé ce livre-là. Donc, est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est une évolution de la société? Est-ce que, en tout cas, c'est vrai que c'est récemment qu'on s'attache de plus en plus à cette valeur ou à cette relation spécifique qu'est l'amitié. Et à mon avis, c'est à la fois parce que l'amour, la relation amoureuse, le couple est quand même moins certain qu'avant, mais je pense que c'est aussi parce que les familles sont assez dispersées et que finalement l'amitié est peut-être la valeur la plus sûre actuellement. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? En tout cas, la plus rassurante. Oui. Oui, c'est et puis à force d'entendre l'adage, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Ça a dû créer quelque chose dans l'inconscient collectif, que de se dire au moins la liberté du lien, on l'a justement avec les amis, alors que la famille, on va la subir souvent. Pas toujours, heureusement. Souvent, on peut être heureux en famille, mais cette espèce de liberté, ce sentiment d'être décisionnaire dans le lien qu'on a à l'autre, c'est vrai qu'on peut l'avoir avec les amis, alors que dans la famille, on est toujours plus ou moins contraint, plus ou moins dans la retenue, même si intérieurement, il y a des membres de la famille qu'on n'a plus du tout envie de voir. Là, on est à 3 semaines des fêtes de Noël. C'est quand même la majeure partie des gens qui se disent bon, Noël très bien, mais il va falloir se réunir, il va falloir voir un tel ou un tel dans la famille, alors que les offrir amis... des cadeaux à des gens dont on n'a pas forcément envie d'offrir des cadeaux. Tandis qu'un ami, quand on offre un cadeau à un ami, c'est qu'on a envie, en général. La famille, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du forcé, alors que en principe, dans l'amitié, on n'est pas forcé, on est heureux. Alors, est-ce que vous croyez à la durabilité de l'amitié, Anne-Laure Buffet? Oui, je crois. D'une certaine manière, je crois plus à la durabilité de l'amitié qu'à la durabilité de l'amour, parce que je crois que le couple amoureux devient aussi un couple d'amis dans le temps. Il y a une forme d'amitié qui va se construire dans le couple amoureux, alors que l'amour passion, l'amour fusionnel, l'amour, c'est voué à s'éteindre. L'amitié peut se construire tout jeune et durer toute une vie. Et on a des exemples de personnes qui se sont connues tout petits, et qui ont eu une histoire d'amitié qui a duré jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. Et alors, quels sont les éléments nécessaires pour qu'une amitié dure, et quels sont les éléments peut-être qui peuvent briser une amitié? L'écoute de l'autre, l'équité, le partage, plus que l'équité, c'est un vrai sentiment de... C'est une forme d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun... rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'attente. En principe, en amitié, il n'y a pas d'attente disproportionnée de la part de l'ami, alors que dans le couple amoureux, on est en attente malgré soi, inconsciemment, mais on est en attente que l'autre nous satisfasse à un endroit bien précis pour nous. Il y a quelque chose de l'amour propre dans l'amour.
Dans l'amitié, l'amour propre est en principe mis de côté. Donc il y a la possibilité d'un échange plus sincère. J'ai l'impression, en préparant l'émission, j'ai essayé de réfléchir, j'ai l'impression qu'on a moins peur d'être abandonné par un ami que par un amoureux. Alors ça, je suis pas certaine. En tout cas, consciemment, on en a moins peur. Consciemment, il y a le sentiment que l'amitié va durer justement indéfiniment, alors que les histoires d'amour finissent mal. Au-delà d'être une chanson, on sait qu'une histoire d'amour peut se terminer. Après, je pense que quand on réfléchit à l'amitié que l'on a avec certaines personnes, si vraiment on se pose la question d'une amitié avec certains de nos amis, et qu'on réfléchit réellement à ce qui crée ce lien-là, on peut avoir la peur d'être abandonné. Mais c'est pas le premier sentiment qu'on a lorsqu'on parle d'amitié. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'amitié, c'est quelque chose quand même qui se construit. Moi, je pense qu'on peut pas parler d'un véritable ami si on ne se connaît que depuis un an ou deux. Enfin, je crois que il faut du temps pour être sûr d'une amitié. Et je dirais presque qu'il faut avoir traversé au moins une crise pour être sûr d'une amitié, parce que c'est aussi dans les crises qu'on peut voir si l'amitié résiste à la crise, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Une crise, un moment difficile, un moment de séparation, c'est en tout cas quelque chose qui possiblement pourrait remettre en cause ce lien-là, ou qui possiblement pourrait affecter le lien et qu'on arrive à dépasser. Et si les deux arrivent à le dépasser, effectivement, l'amitié est solidement construite. En tout cas, on a tous une façon de fonctionner avec les amis qui nous concernent nous. Il y a des personnes qui vont être très francs avec leurs amis, d'autres qui vont plutôt dissimuler les choses, mais ça c'est parce que c'est leur propre façon d'être. Mais donc, ma question, est-ce qu'on peut tout dire à un ami ou pas? On devrait pouvoir tout dire à un ami, mais si l'ami est vraiment, enfin si on le considère vraiment comme un ami, on devrait pouvoir tout dire en respectant qui il est. Mais oui. Donc en fait, on ne peut pas à ce moment-là, tout dire. on ne peut plus tout dire. Je pense à un exemple très, très, très précis et qui concerne évidemment cette émission. Si on découvre par exemple que notre meilleur ami, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, son partenaire ou sa partenaire a une aventure parce qu'on les a surpris quelque part. Par exemple, moi je pense qu'on n'a pas à le dire parce que c'est quelque chose qui peut... Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Moi, je vois pas l'intérêt d'aller dire à notre ami qu'on a vu. Je vois pas l'intérêt. C'est s'immiscer dans quelque chose qui est de l'ordre du couple. Et à la limite, si on a quelque chose à dire, c'est à la personne, à celui des deux dans le couple ou à celle des deux dans le couple qu'on a chopé comme étant adultère. C'est de lui dire, écoute, je t'ai vu. Donc voilà, on en parle ou on n'en parle pas. Je te couvrirai pas ou je te couvrirai, j'en sais rien, chacun fait comme il l'entend, mais s'il y en a un qu'il faut parler, à mon sens, c'est à la personne qui est qu'on a surpris, je vais mettre des gros guillemets, coupable d'adultère et pas à l'ami trompé. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a des situations qui peuvent être particulièrement cornéliennes, parce que là, en effet, c'est compliqué, quoi. Mais donc, c'est-à-dire, en vous disant ça, je vais quand même mettre une nuance, c'est-à-dire que si on prend le cas où dans le couple, notre ami est malheureux dans son couple, vraiment malheureux, mais n'arrive pas à s'en sortir, et qu'on découvre un adultère, là, peut-être qu'on peut le dire. Mais quand le couple en apparence va bien, quand l'ami en apparence va bien, donc c'est là où, même pour ça, en fait, on peut tout dire à un ami. Mais si c'est vraiment un ami, on doit le respecter. On ne doit pas agir en fonction de ce que l'on ressent nous, mais de ce que l'on connaît de cet ami. Donc en respectant la personne qu'elle est. Et c'est ça qui est très difficile, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'il faut dire ce qu'on aimerait entendre, en fait. D'ailleurs, il y a une phrase que beaucoup d'amis vont utiliser quand ils s'adressent à leurs amis, c'est de dire « je dis ça, c'est pour ton bien ». Mais en fait, oui, c'est pour ton bien. Il n'y a que la personne qui connaisse vraiment ou qui puisse dire « ça me fait du bien » ou pas. Donc on peut pas tout se dire déjà, voilà, une petite chose auquel il faut tordre le cou. Et alors la question que je posais aussi dans l'introduction, est-ce que c'est normal parfois d'avoir du désir pour un ami? Donc là on parle évidemment d'un désir d'ordre charnel. Oui, je pense.
Ah bah moi je suis sûre, hein, mais... Non, mais je pense, c'est pas... pareil, je pense qu'on a pendant très très longtemps voulu distinguer l'amour et l'amitié, en mettant en plus dans une espèce de tabou l'amitié homme-femme, comme si elle était impossible. Si, je pense qu'on peut avoir du désir pour un ami ou pour une amie. Maintenant, est-ce que ça nous dérange? Est-ce que ça nous gêne? Est-ce qu'on a le sentiment que ça va déranger l'amitié? Que ça va être un problème dans le lien? Est-ce qu'on le ressent et on le dépasse? Ça, c'est l'histoire de chacun. Mais oui, bien sûr qu'on peut avoir du désir. Le désir, c'est aussi l'expression, c'est une forme d'expression vitale de qui on est. Donc le désir, c'est un allant vers l'autre. Après, est-ce qu'on va le vivre comme un allant sexuel? Ou est-ce qu'on va dépasser la sexualité? Ça va dépendre évidemment du rapport à la sexualité de chacun, parce que par exemple on peut être très très ami avec un ex et il y a des personnes qui sont incapables d'être amies avec un ex, donc c'est encore une fois une histoire personnelle. Mais au fond, qu'est-ce que vous diriez? Quelle est la différence entre l'amour et l'amitié? En amour, on a le sentiment, je pense que dans la majorité des couples, en amour, on a le sentiment de tout dire. Et sans s'en rendre compte, on va taire ou on va cacher des choses parce qu'on a envie de donner la meilleure image de nous-mêmes à l'autre. Alors qu'en amitié, on ne va peut-être pas tout dire à l'ami sur l'ami, mais de nous-mêmes, on va se livrer beaucoup plus. On est plus authentique en quelque sorte. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça fait tellement de bien d'avoir des amis. Et c'est peut-être pour ça que dans les couples amoureux qui durent, il y a cette forme d'amitié qui s'installe, parce que la confiance étant là, ils vont pouvoir aussi se dire beaucoup plus de choses. Eh bien, c'est avec vous maintenant qu'on va avancer sur ce qu'est l'amitié. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. L'amitié, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez des problèmes avec peut-être un ami? Venez nous en parler sur Sud Radio au 0826 300 300. C'est Anne-Laure Buffet qui est avec nous. Vous êtes l'autrice de ce livre, L'amitié, aux éditions Erol. Et nous retrouvons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Aurélie. Je vous ai écouté attentivement, je vous rejoins sur énormément de points. Et effectivement, sur cette question que je ne m'étais jamais posée, de savoir si un jour je pouvais perdre mes amis. Alors qu'effectivement, dans les relations amoureuses, c'est présent, tout le temps. Et dans mes amitiés, notamment, de belles et grandes amitiés qui remontent à l'école primaire et au collège, j'avais jamais imaginé que les choses pourraient s'arrêter sans raison particulière. Voilà. Et je me suis rendu compte que des ruptures d'amitié, ça peut arriver quand il y a vraiment des gros accros, des discordes, des choses comme ça. Mais des fins d'amitié parce que un mauvais entretien, des chemins qui se séparent, mais en fait il n'y a pas de rupture. Comme une rupture amoureuse, j'ai pas trouvé l'équivalent dans ma vie. J'ai pas eu de rupture amicale et pourtant il n'y a plus d'amis. Vous voulez dire que vous n'avez plus d'amis actuellement? Je me refais quelques amis, ce qui est un peu plus dur quand on approche la quarantaine et qu'on est que voilà, en plus avec le Covid, toutes ces histoires, c'est un peu plus difficile de rentrer dans des groupes d'amis qui sont déjà formés. Et moi, j'avais construit toute ma vie auparavant autour de mon ex-conjoint. Donc, forcément, les amis... Oui, c'est le problème. C'est le problème quand on est en couple longtemps et que en fait nos amis sont les amis du couple. Si il y a séparation, il peut y avoir un moment de grand vide. Et c'est en ça que je conseille souvent quand on rencontre quelqu'un de ne pas lâcher ses amis. Je dirais même c'est au moment où on rencontre une personne avec laquelle on sent qu'on va construire quelque chose qu'il faut être le plus fidèle à ses amis. Parce qu'il y a cette tendance dans le couple à être absorbé dans le couple, à vouloir tout donner, à s'y consacrer pleinement et à vouloir construire une histoire et à se dire que justement, comme vous le dites, Aurélie, les amis seront là et les amis vont rester là.
Mais les amis, ça demeure quand même avant tout des êtres humains, et avec toute l'affection et toute l'amitié et toute la patience du monde, ils avancent eux aussi dans leur vie, ils se lassent, ils s'impatientent, ils peuvent se sentir rejetés ou abandonnés, et ils s'éloignent. C'est là où ça montre bien, Anne-Laure Buffet, que contrairement à ce qu'on croit, l'amitié, ça doit quand même s'entretenir. Alors, je crois que ça doit s'entretenir. Je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux personnes qu'on considère être nos amis, c'est de leur dire comment on fonctionne, puisqu'effectivement, on est tous différents. Et pour certains, ça va être important de se voir presque tous les jours, ou en tout cas de se parler tous les jours. Pour d'autres, beaucoup moins. Et ces personnes-là, en revanche, peuvent être très présentes ponctuellement, mais très amies ponctuellement. Donc je crois que c'est important aussi de dire, voilà, moi je comptez pas sur moi pour appeler tout le temps, ou au contraire, excuse-moi si je t'envoie un message tous les jours. Ça permet aussi de dire, je suis pas là pour être intrusive, c'est mon mode de fonctionnement, ou je suis pas absente et là en cas de problème, c'est mon mode de fonctionnement. Quand tout à l'heure nous disions que est-ce qu'en amitié on peut tout se dire, je crois quand je dis on peut tout dire de soi, dire aussi comment on fonctionne, comment on est avec ce lien-là, c'est important. Aurélie, je ne sais pas si ces amis que vous avez perdus, vous avez envie de les revoir, mais si je peux vous donner un petit conseil, peut-être que vous pourriez leur écrire. Oui. En tout cas, certaines, je ne sais pas, parce que vous avez pris de la distance, mais pas contre eux, c'est juste parce que vous étiez dans une... Ah, mais c'est même pas moi qui... en fait, c'est la séparation avec eux, c'est faite même après ma séparation avec mon ex-conjoint, parce que ça, c'était mes amis, rien qu'à moi. Et justement, après cette séparation, ils ont été là au moment où j'étais le plus dans la tourmente, où je pense que c'était le plus dur d'être mon ami, vraiment. Et au moment où j'ai enfin sorti la tête de l'eau, et ben en fait c'est là où ils ont disparu, où je pense que j'étais le plus facile à vivre en vrai, alors qu'ils ont eu le pire de moi. Ils étaient là, et quand je suis revenue bien, quelques 5-6 ans après, tout ça. Ouais. Et en fait, ça s'est avéré que eux dans leur vie, alors c'est vrai qu'on a toujours eu des décalages. C'est le moment où eux ils ont fait des enfants. Et moi, je les ai eus bien plus tôt. On a toujours été en décalage. Et effectivement, ça voudrait dire que s'occuper de leur famille. Oui, donc ça voudrait dire qu'ils sont très très occupés parce qu'ils ont des jeunes enfants en bas âge et que donc ils ont pas pris de la distance. C'est juste qu'ils sont très occupés. Donc, si je comprends bien. Oui, mais par exemple, ma meilleure amie, on s'appelait tous les jours, on se considérait vraiment comme des sœurs. On arrivait à se voir quand on était à 2 heures de route l'une de l'autre. Et puis j'ai déménagé par hasard à 1 quart d'heure d'elle et on ne s'est jamais revus. Une fois, croisés. Jetez-vous à l'eau. Faites-vous un cadeau de Noël. Si vous voulez la voir, jetez-vous à l'eau. Appelez-la, allez la voir, déplacez-vous, écrivez-lui. Non, mais on vous entend malheureuse avec ça. On vous entend malheureuse avec ça. Et peut-être que vous pouvez, plutôt que de rester sur un sentiment de perte et un peu d'échec, peut-être qu'il faut tout simplement clarifier la situation. Finalement, le silence de l'une et le silence de l'autre, ils sont terribles pour vous deux. Peut-être que de son côté, elle se dit, ben voilà, elle est à 1 quart d'heure et elle vient pas me voir, et à force de se dire, ben pourquoi on se parle plus, ou est-ce qu'elle m'en veut, ou qu'est-ce qui s'est passé, plus personne ne se parle. Jetez-vous à l'eau. Parce que là, vous interprétez des choses qui sont peut-être pas justes. Si elle a un enfant en bas âge, elle est peut-être un peu surbookée, et c'est peut-être à vous de prendre un peu de votre temps pour aller vers elle. Moi, je pense qu'en effet, il faut éclaircir les choses. De toute façon, vous n'êtes pas fâchés. Non, justement, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de fâcherie, quoi. Donc c'est qu'il y a un malentendu. Et Touffe dans le grand bain. Si c'est une amitié de longue date, je pense qu'il y a vraiment moyen de réconcilier les choses, mais ça passe en effet par la parole. Oui. Donc. Oui. Et puis après, si vous avez envie de retrouver des amis, il faut bouger. Soit vous avez suffisamment de contacts professionnellement, et à ce moment-là vous rencontrez des gens. Sinon, il faut bouger, il faut aller faire du sport, aller dans des associations. Enfin, les amis, c'est rare qu'on rencontre un ami dans un bistrot. Hein. Oui, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai parce que en général, une amitié, ça part quand même sur un point commun.
qui peut être une occupation, un travail, une passion. Mais c'est très rare qu'on se fasse des amis comme ça dans les transports en commun ou dans la rue. Hein. Ah si, dans les romans. Parce qu'on prend tous les jours le même métro à la même heure. Non, ça c'est la passion amoureuse. Ah oui, c'est vrai. Et puis vous savez Aurélie, il y a une dernière chose, c'est que tous ces amis qui semblent éloignés sont les témoins d'une période qui a été douloureuse pour vous, puisque c'était au moment de la séparation, et que peut-être que pour vous, sans que vous en soyez pleinement consciente, les voir, c'est faire un écho encore à cette séparation. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi quelque chose là à dépasser. C'est la première chose que vous nous avez dite, c'est qu'ils avaient été beaucoup là pendant la suite à la séparation. Donc il y a peut-être ça aussi. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez peut-être pas envie, et peut-être que c'est vous, sans vous en rendre compte, qui à un moment donné avez pris de la distance ou avez été un petit peu trop pénible et ils ont pris un peu la distance et puis c'est la Sainte Aurélie aujourd'hui. Il faut qu'ils sachent que vous allez mieux et peut-être que vous ne l'avez pas suffisamment dit. Oui. Peut-être, oui. C'est compliqué, hein. Quand on traverse des périodes difficiles, à la fois, oui, il faut compter sur ses amis, mais il faut aussi être conscient qu'à un moment donné, il faut renvoyer l'ascenseur. Il y a des mots qui sont difficiles de manière générale à dire à un ami, parce ils paraissent tellement évidents qu'ils ne sont pas naturels. C'est pardon, merci et je t'aime. On le dit pas facilement à un ami, parce qu'on a tellement cette certitude que l'ami va pas bouger, qu'il sera toujours là, qu'il est immuable dans sa relation avec nous, qu'on s'excuse relativement peu auprès de nos amis. On dit merci parce qu'on est bien élevé, mais le merci profond lorsque l'ami a été là dans un moment difficile, on le dit pas forcément. Et je t'aime à un ami ou à une amie, on le dit pas forcément non plus. Mais ce qui est facile aujourd'hui avec les SMS, c'est d'envoyer les petits cœurs ou les petits, voilà, et ça c'est facile à faire, c'est difficile à dire en tout cas. Ouais. Merci Aurélie et au boulot. Hein, allez, au revoir. Faites-vous ce cadeau. Au revoir. Au revoir. On va se retrouver dans un instant avec notre Sexy News, Flore Chérie, et puis vous pouvez continuer vous aussi à venir nous parler de vos amis. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous retrouvons Flore Chérie. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Flore. Alors, sexe et argent ne font pas bon ménage? Oui, sexe et argent ne font pas bon ménage, c'est exactement la conclusion de ma chronique. Sauf pour les putes. Voilà, qui elle y trouve bon compte. Mais puisqu'il est question de l'amitié aujourd'hui sur votre plateau, une des façons de prouver son affection, c'est un signe universel à travers le monde, c'est de s'offrir un cadeau. La période de Noël arrive justement et cette preuve d'affection que l'on force à cette période de l'année et qui devrait favoriser le vivre ensemble peut avoir un effet inverse, un effet d'isolement et de stress social. L'étude qui révèle le mieux ce paradoxe vient d'être publiée hier par l'Institut de sondage IFOP intitulé « Un Noël à l'économie ». Il y a quelques chiffres qui sont assez éclairants, notamment que le stress lié à la charge financière des cadeaux de Noël ne cesse d'augmenter significativement d'année en année. Je vous donne des exemples. En 2020, 39% des Français se disaient stressés par l'achat de cadeaux au moment de Noël. Bon, en même temps, c'est la période de Covid. Le chiffre grimpe à 47% en 2021, 51% en 2022, 57% aujourd'hui en 2023. 57%, ça fait plus de la moitié. Ça, c'est juste le stress financier de fin d'année. Mais si on questionne les Français sur l'ensemble de leur vie, les 2/3 considèrent qu'ils ont déjà connu des difficultés financières et un quart au cours des 12 derniers mois dans l'année. Donc, le stress financier, c'est donc un sujet qui concerne une grande partie de la population et qui est loin de se cantonner qu'à la sérénité de son banquier. Le stress financier aurait un impact direct sur sa vie affective et intime. C'est en tout cas ce que révèle aussi le sondage. Sur la base des personnes qui ont donc souffert des difficultés financières, une bonne moitié considère que cette situation les ont fait se sentir très seuls, qu'ils ont plus facilement eu envie de s'exclure de leur groupe social et qu'ils ont changé la façon dont ils se comportaient avec leur entourage. Par exemple, ils ont renoncé à recevoir des amis chez eux, à sortir dans les mares et même à oser séduire une personne qui leur plaisait. Et parce qu'on parle aussi de sexe, un tiers considère que ce stress financier a entraîné une baisse de libido et un cinquième aurait déjà vécu une rupture amoureuse à cause de leurs difficultés financières. Faut-il donc... C'est-à-dire qu'ils préfèrent quitter
la femme ou l'homme qu'ils aiment plutôt que Alors, dans le sens de la question, parce qu'ils osent pas, ils n'ont pas les moyens de lui faire un cadeau. Non, c'était pas ça. Ils ont subi une rupture amoureuse en raison peut-être de leur situation financière. Ça peut être, ils se sont fait larguer parce que ils n'arrivaient pas à suivre le train de vie. Oui, bien sûr. La question était plutôt posée dans ce sens-là. D'accord. Et donc subir une rupture amoureuse sur ce motif-là, c'est finalement un sujet assez fréquent. Et c'est quand on voit les motifs de rupture, c'est vrai que la situation financière, un licenciement notamment, est peut-être une des causes de rupture amoureuse. Faut-il donc arrêter d'acheter des cadeaux de Noël compulsivement pour mieux baiser et mieux s'aimer ? Eh bien, peut-être que la réponse est oui. Peut-être que l'argent n'est finalement pas ce qui compte le plus à Noël, alors que les petites attentions, comme d'avoir une bûche au chocolat noir parce que votre partenaire adore le chocolat noir et pas le chocolat au lait, ou encore d'avoir rangé la chambre qui était en bazar toute l'année, peut être plus efficace pour se rapprocher de son ou sa chérie qu'un cadeau matériel qui génère du stress, de l'angoisse et encore plus de bazar dans la chambre à coucher. Mais d'ailleurs, dans les cadeaux, j'ai commencé à faire ma liste pour donner des conseils aux auditeurs. Il y a le fameux carnet de chèques où on fait un petit carnet avec 10 chèques et puis c'est un chèque pour justement ranger la chambre par exemple. On n'est pas obligé tout le temps mais je pense que notre société de consommation qui est de plus en plus présente, je pense qu'elle crée beaucoup de stress et qu'il faudrait peut-être à un moment donné arrêter de... Pourquoi D'abord, Noël, c'est pas une fête pour faire des cadeaux. Je crois que ce serait bien de rappeler un peu le symbolisme de Noël, non ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis surtout, quand on voit que ce Noël crée un stress supplémentaire qui est néfaste au vivre ensemble, alors que Noël est justement une période de vivre ensemble parce qu'on ralentit professionnellement, donc on a un quotidien professionnel un petit peu moins chargé, parce que les nuits sont plus longues et on a envie de se rapprocher de son partenaire, donc on devrait ne pas avoir besoin de ce stress et cette charge supplémentaire dans cette période-là très précise. Il suffirait déjà de se repencher un petit peu sur tout le symbolisme de ce qu'il y a à Noël. Par exemple, la bûche. Je suis sûre que la moitié des gens ne savent pas quel est le symbolisme de la bûche. Alors, je ne vais pas vous poser la question. Moi non plus. Eh ben, je vais vous le dire. La bûche, c'est tout simplement parce que, comme justement les nuits sont très longues, on mettait des bûches dans le foyer pour éclairer et pour réchauffer l'atmosphère. Donc la bûche, ça a un symbole de chaleur et de chaleur auprès de tous ensemble qui se réunissent. Donc c'est un symbole qui est magnifique. C'est même le symbole du foyer. Enfin, c'est ce qu'on appelle le foyer, là où il y a le feu. Bien sûr. Donc c'est pas la peine de se sentir obligé d'acheter par exemple des bûches à la boulangerie. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on peut. Enfin, moi, je pense que vraiment, on se rend compte. Mais ce que je trouve sympathique quand même dans votre sondage, même s'il est assez triste, c'est que ça montre bien qu'on est arrivé au bout de cette société de consommation qui crée finalement trop de malheur, quoi. Ce que je trouve effrayant, c'est de me dire Noël, c'est dans 3 semaines. Depuis un peu plus d'un mois, on voit les décorations de Noël. Enfin, le 31 octobre, c'était Halloween. Le 1er novembre... Le Friday. Et là, on a déjà les galettes des rois, alors que Noël, c'est dans... Et le fait que ça tout le temps, on nous dise... acheter, consommer, acheter, et comme si on allait faire quelque chose de mal si on le fait pas, et comme si on allait faire de la peine à je ne sais pas qui parce qu'on n'allait pas le faire. Et moi je trouve que alors je dis pas qu'il faut se lancer dans des colliers en coquillettes pour ses meilleurs amis pour Noël, quoique ça pourrait être sympa, mais je crois qu'il faut revenir aussi un petit peu faut savoir raison garder, que la valeur de l'amour, de l'amitié, de la famille, tout ce qu'on évoque avec vous, Brigitte, dans toutes ces émissions, faut le distinguer complètement du pécuniaire. Et comme le dit Flore, c'est les petites attentions qui touchent le plus. C'est pas l'énorme cadeau avec l'énorme papier, l'énorme bolduc autour qui va être important. C'est le fait que l'attention soit vraiment pensée pour la personne à laquelle on s'adresse. Oui, c'est l'idée d'investissement. Il faut investir dans son amitié ou dans son couple ou dans ses enfants. C'est un moment d'investissement. Et on confond souvent l'argent et l'investissement. Or, l'investissement, ça peut être en temps accordé, en moment de qualité, une attention particulière qu'on aura pour l'autre. Ça ne passe pas systématiquement par l'argent. Surtout que l'argent, entre quelqu'un qui a 50, 60 ans et quelqu'un qui en a 15, est très différent. La valeur de l'argent est très différente. Donc oui, je pense que ça n'a aucun sens aujourd'hui de donner un cadeau et d'accorder beaucoup d'importance au cadeau plus qu'à l'investissement et à l'effort qu'il représente.
Donc j'annonce tout de suite à tous mes amis que vous aurez droit cette année à des boîtes à bijoux en boîte de camembert et autres colliers de nouilles. Mais avec un cœur dessiné sur le avec couvercle. un cœur. Oui, ça sera très très joli. Je ferai même un petit poème s'ils veulent. Eh ben, c'est parfait. Ouais. Moi, ça me va très bien. Merci Flore Chérie. En tout cas, on vous retrouve sur union.fr et également sur mysweetfantasy.com où vous pouvez aller voir et ou pourquoi pas raconter votre fantasme. Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Brigitte. Eh ben tiens, justement. Bonjour à votre invité aussi, j'ai perdu le nom. Anne-Laure Buffet qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Anne-Laure Buffet. Oui, bonjour Anne-Laure. Alors, première question, tiens justement, quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu, et en tout cas qui vous a fait le plus plaisir, hein, je ne parle pas en valeur d'argent. Hein. En valeur dans l'enfance, dans l'âge adulte, n'importe, plusieurs, ce qui vous vient à l'esprit, comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? un vélo quand j'étais petit. Ah oui. Mon premier petit vélo avec des roulettes sur les côtés. Oh, vous deviez être tout petit alors. J'étais vraiment tout petit, c'est un vieux souvenir, des roulettes, des stabilisateurs. Hein. Oui, bien Voilà. sûr, bah oui, parce que c'est pas quand on a 17 ans, si on nous offre un vélo avec des petites roues, là, On est censé être stabilisé. on n'a plus besoin d'être stabilisé. Très bien, Enfin, très ça bien. dépend. Voilà. Bon, parfait. Deuxième question, en cas d'infidélité, on pardonne ou on quitte? Ah, on quitte. On quitte? C'est sans appel? Sans appel, non. C'est pas possible. Un coup de canif, c'est trop Non, douloureux. on ne peut pas surmonter. Même Pour le moi. plus petit coup de canif. Juste une fellation, Non. Mais c'est pas trompé, il paraît. Oui. Ah, Non. Même un petit couteau, ça marche pas. Ça marche pas. Non. D'accord, ben au moins c'est clair. Hein. J'espère C'est que clair, je suis désolé, mais là, ouais. Non, mais attendez, moi je suis pas votre femme, alors je m'en fous. Elle, vous l'avez prévenue au moins. Oui, ça va, tout se passe bien. Hein. Oui, elle le sait. Elle le sait. On fonctionne pareil. Ah bah oui, bon, donc ça va très bien. Ouais. Eh bien, justement, dernière question. Est-ce que vous considérez que votre sexualité de couple, quelle note vous lui donnez sur 10 ? 8, allez. Oui, ça va, il n'y a pas de risque de coup de canif alors. Non, mais il n'y a pas que le sexe, hein. Il y a d'autres choses à côté, quoi. C'est pas Oui, mais enfin, il y a le sexe quand même, parce que là, il faut qu'il y ait du Oui, sexe, oui. Sinon le coup de canif... 8, ça va, oui, ça se passe bien. Oui, je trouve. Très bien, vous pouvez poser une question à Anne-Laure Buffet, elle vous écoute. Sur l'amitié Sur par ce que exemple vous voulez. Sur l'amitié, Eh bien, est-ce qu'Anne-Laure, ça vous est arrivé comme moi, avant de connaître la personne avec qui je suis, de passer de l'amitié à l'amour et de tomber dans ce piège, voilà, redoutable. Non. Tant mieux pour vous. Pourquoi tant mieux pour elle? Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai une mauvaise expérience là-dessus, quoi. C'est-à-dire que voilà, quand on est amis, il faut pas. J'aurais pas dû. Voilà, c'est passé, c'est fait. Hein, c'était vieux même. Donc vous avez perdu l'ami. Bah oui. C'est ça. Bah oui. C'est le risque d'ailleurs, hein, C'est Anne-Laure vraiment Buffet. le risque. Ouais. C'est un risque. Mais je vais aller plus loin parce que là, mon Allez-y. nom, c'est un peu poumf. Dans l'autre sens, je n'ai pas gardé j'ai pas 40 000 ex, mais ceux que j'ai, je ne les ai pas gardés en amis. Donc, je dois être très... je dois être très dissociée de ce point de vue-là. Je vais aller consulter mon psy. Je vais être très dissociée parce que lorsque l'amour est terminé, et je mets pas moi, Anne-Laure, j'ai pas de Vous relation pouvez pas qui être soit amie. transformée. Ouais. Je sais pas si je pourrais. Ça ne m'est pas arrivé. Ouais. D'accord. Oui, parce que ça peut faire souffrir aussi. Enfin, il peut y avoir plein de choses de. Ouais. Vous, vu comment vous quittez quand j'imagine mal que vous pourriez rester ami avec une de vos ex, Non. hein, Nicolas. Non. Vous êtes non, pareil, pas hein, trop vous êtes, clair. Ouais, moi, c'est un noir peu- ou c'est blanc. Hein. C'est ça, c'est un peu manichéen. Oui. Hein Oui. On est- C'est ça. On est d'accord. Non, mais je crois ça. que c'est toujours pareil. Ça dépend de l'amitié qu'on a. Si c'est une amitié réellement très profonde et finalement très proche de l'amour, parce que quelque part il y a quelque chose de très fort dans l'amitié qui peut ressembler à de l'amour. S'il y a une relation sexuelle et que la relation sexuelle se passe pas bien, ou que l'autre n'a fait ça que pour comme ça pour le coup, pour le plaisir de, ça peut vraiment casser l'amitié. Ouais. Et je pense que, enfin, moi, pour avoir eu beaucoup d'amis hommes, et j'ai encore beaucoup d'amis hommes autour de moi, il y en a quelques-uns avec qui il s'est passé quelque chose sexuellement.
c'est pas grave. Ouais. Il y en a d'autres avec qui j'ai évité que ça se passe parce que je pense, et très, très récemment d'ailleurs, je ne donnerai pas son nom parce que c'est quelqu'un qui vient souvent à l'antenne, eh bien, récemment, il m'a dit lors d'un on dînait ou on déjeunait tous les deux, je ne sais plus, et il m'a dit, tu as eu raison, qu'il ne se passe rien entre nous, ça aurait gâché notre si belle amitié. Et j'ai trouvé que c'était une belle phrase d'amour, amitié, parce que quelque part, oui, et je crois que j'avais dû sentir ça, et je pense que c'est peut-être le conseil que je peux donner si on a envie d'avoir une relation sexuelle avec un ami ou une amie, hein, vous en l'occurrence, Nicolas. Je crois qu'il faut bien réfléchir si c'est que de l'amitié ou s'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'amour. Alors après, quelle est la différence entre l'amitié et l'amour ? C'est chacun, mais chacun. Oui, mais chacun a sa réponse, je crois. Oui, mais c'est très proche, hein, à mon avis, hein, pour moi. Je trouve ça très proche. Oui, et d'ailleurs, moi j'irais jusqu'à dire des potes. Hein. Moi je dirais, oui, c'est ça. Moi j'ai une ou deux amies femmes quelque part. Il y en a. Je pense à une en particulier. Je crois que c'est pas loin de l'amour. Oui. Ben voilà. Bien sûr. Oui, mais on a mis autour de l'amour, en dehors de l'amour des parents pour leurs enfants, on a tellement lié l'amour à nécessairement de la sexualité que nos esprits sont non, mais nos esprits sont construits avec ça. Donc on a vraiment voulu séparer l'amitié et l'amour. L'amitié, c'est sans sexe. L'amour, c'est avec de la sexualité. Alors que si c'était si simple ou si évident que ça, on ne serait pas, après des millénaires d'existence de l'humanité, à se poser encore la question de savoir ce qu'est l'amitié, ce qu'est l'amour et comment ça marche. Ouais, il y a une très belle chanson de Françoise Hardy qui s'appelle L'amitié, je ne sais pas si vous connaissez. Elle est magnifique, bien sûr. Elle est magnifique. Elle est magnifique, voilà. Eh oui, mais ils viennent pas que des nuages. Hein. Non. C'est ça, les oiseaux de passage. Bon, en tout cas, voilà. si votre femme avait un très 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 bon ami, vous seriez jaloux ou pas, Nicolas ? Elle a un très bon ami qui est aussi ami avec moi, voilà. D'accord. Donc, comme ça, tout va bien. Ça va. Il n'y a pas de rivalité, voilà, oui, on est... D'accord. Non, mais quand on se fait confiance, tout est possible, hein, quand on est... on est en phase, voilà. La confiance, c'est vrai qu'on en parle souvent. On a bien besoin. Ouais. Bonne fête, c'était avant-hier votre fête. Oui, tout à fait. Oui, c'est Nicolas. C'était il y a 2 jours. Voilà. Merci Nicolas. On fait une petite merci pause. À vous deux, merci. Et on se retrouve dans un instant. Merci beaucoup pour votre bonne humeur et gentillesse. Au revoir. Je vous en prie. On se retrouve dans un instant et on revient sur l'amitié avec Anne-Laure Buffet qui est avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous revenons sur la question de l'amitié, bien qu'on ne l'ait pas tellement abandonné avec Nicolas, hein, finalement. Anne-Laure Buffet est avec nous. Je rappelle ce livre, L'amitié, c'est aux éditions Erol. Et justement, on va parler de l'amitié entre deux sexes, je crois, avec vous, Isabelle. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Oui, en effet, j'ai plusieurs amis hommes depuis des années. On n'est pas tout le temps dans la même dynamique. On va dire que j'ai un ami avec qui il peut se passer des semaines, des mois. C'est déjà arrivé même presque une année sans se parler. Et puis quand on se retrouve, c'est comme si c'était hier. Il n'y a aucune ambiguïté, il y a toujours des échanges, il y a du soutien, il y a de l'entraide. Oui. Et puis après, j'ai d'autres amis avec lesquels c'est plus ambigu. Et même si pour moi, c'est de l'amitié pure, pour eux, il y a toujours un niveau de séduction, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là qui rentre en jeu. Il y en a un d'ailleurs, notamment, qui récemment m'a offert votre livre, Anne-Laure. Il est bien celui-là. Mais oui. oui, attention, vous allez rire parce qu'il a dédicacé, il a marqué amont à 3 petits points. Entendu à ami ou amoureuse. C'était voilà. Et moi, je me suis mise en colère en fait. Et pourquoi ? Parce que je serai jamais son amoureuse et que pour lui l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas et pour moi oui. Donc en fait non mais Isabelle, attendez là. Voyez, si c'est votre ami, excusez-moi, il faut le prendre tel qu'il est. Et il vous a dit qu'il avait pour vous des sentiments. C'est pas vous n'y répondez pas et c'est tout à fait votre droit. Mais c'est pas pour ça qu'il faut vous mettre en colère. Pourquoi vous vous mettez en colère ? Vous avez le sentiment J'ai écrit un livre, les gens ils se mettent en
colère. Mais non, c'est pas pour ça. Non, j'étais ravie qu'il me l'offre parce que je voulais l'acheter depuis longtemps. Non, j'étais ravie qu'il me l'offre, mais c'était symbolique en fait. C'est juste que je me suis mise en colère dans le sens où c'est verbalisé que je ne serais pas son amoureuse, jamais. Mais il y a toujours cette séduction. Alors, Isabelle, je l'apprécie. Isabelle, oui. je vais vous interrompre. Oui. À mon avis, si vous êtes mise en colère, c'est que c'est la manière d'exprimer ses sentiments a trouvé un écho en vous que vous ne voulez pas entendre. Oui, j'avoue. Vous avouez, donc vous êtes pardonné. J'avoue, mais c'est pas de sentiment amoureux en fait. Mais je trouve ça mignon, effectivement, oui. Il est touchant quand il fait ça. De temps en temps, il m'envoie des chansons je découvre des groupes avec lui de musique et tout. Il y a toujours cette symbolique de l'amour derrière, mais c'est agréable en fait. Et l'échange, il est agréable, mais je n'ai aucune attirance pour lui, mais aucune, et j'en aurai jamais. Isabelle, vous êtes certainement très lucide sur le fait que vous n'êtes pas attirée sexuellement par lui, mais vous êtes flattée sans vous en rendre compte. Bon, si. Alors, donc vous vous en rendez compte. Donc ça ne doit pas vous mettre en colère. Assumez qu'il puisse avoir des sentiments pour vous. C'est pour ça que je dis que ça a fait un écho quelque part. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, mais vous avez raison. Oui, vous avez raison, évidemment. Accueillez-le, c'est pas grave. Ne vous sentez pas coupable ou obligé de quoi que ce soit. C'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous avez été clair, vous lui avez dit que vous n'étiez pas attiré par lui sexuellement. Complètement, c'est exactement ça. Mais alors... en fait, parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que à chaque fois qu'on va se voir, alors on peut ne pas se voir pendant plusieurs mois, et puis après il m'appelle ou je l'appelle, on prend des nouvelles, etc. Une relation mais sympa, on va manger au restaurant, on passe de super soirées, on va avoir des concerts ensemble, tout va bien. Mais il y a toujours dans la soirée ou après je reçois un petit message. Voilà, c'est dommage que tu vas pas aller plus loin, c'est dommage que... Et du coup, moi ça me... Des fois, je me dis que le moment, il est gâché. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand il vous dit ça ? Ça m'ennuie, en fait. Ça m'ennuie parce que j'ai passé une chouette soirée avec lui. Et au final, je me dis, est-ce qu'il fait pas tout ça ? Alors, je lui demande, je lui ai déjà demandé, est-ce qu'il fait pas tout ça pour finir par arriver à me séduire à un moment donné ? Non, parlez pas de lui, parlez de vous. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous parlez de lui. Donc, c'est que quelque part, vous n'arrivez pas à élaborer ce que ça vous fait vous. Est-ce que ça vous fait de la peine de le décevoir ? Est-ce que ça vous rend coupable ? Est-ce que ça vous énerve ? Est-ce que vous voyez, ça me fait de la peine à la limite, ce qui me fait de la peine, c'est de voir que lui, il est toujours célibataire et qu'il n'a des relations que superficielles. Mais peut-être que ça l'arrange, peut-être que c'est bien pour lui. Il a des relations sexuelles avec beaucoup de femmes et puis il a son amoureuse avec qui il se passe rien et il a clivé ça et ça lui va peut-être très très bien. Oui, vous avez raison. C'est une façon de voir les choses que je n'avais jamais envisagées. Et peut-être qu'il faudrait voir ça. Vous pensez beaucoup à lui. Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Pourtant, vous en parlez beaucoup. J'en parle beaucoup parce que... Mais vous savez qu'on a le droit de penser beaucoup à nos amis. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais non, c'est pas. Non, je pense pas. C'est pas lui qui. Non, il est pas dans mes pensées. Mais c'est vrai que là, hier, j'ai pensé parce que je suis allée manger dans un endroit où on a l'habitude de temps en temps d'aller. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Donc voilà, c'est tout. Mais après. Isabelle, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a tout à fait le droit d'avoir quelqu'un qui prend beaucoup de place dans notre vie sans que pour autant on l'aime, sans que pour autant on ait envie de faire l'amour avec lui. Et que c'est pas grave si on partage pas exactement les mêmes choses et les mêmes sentiments l'un par rapport à l'autre. C'est pas grave. Il faut juste ne pas se sentir coupable. Si vous le rendiez malheureux, il aurait certainement rompu cette amitié. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. C'est vrai. Puisqu'il est très clair et qu'il vous le dit et que quelque part peut-être que ça l'amuse de vous le dire, d'autant plus que si ça vous met en colère, c'est peut-être un jeu. Vous voyez, attention de ne jamais interpréter trop, de manière trop évidente ce que l'autre ressent ou pourquoi l'autre nous dit telle ou telle chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que ça me dérange, cette insistance, en fait. Le fait de ne pas respecter ma demande qui est claire,
c'est de pas insister parce que voilà, en fait, j'ai demandé à ce qu'il n'insiste pas, mais c'est qu'il dépasse ça en fait, et c'est ça qui me gêne. Alors il faudrait savoir, j'entends bien ce que vous dites, et c'est vrai que s'il ne respecte pas vos limites, il y a un problème. Mais il faudrait savoir s'il ne les respecte pas pour vous provoquer, pour essayer d'obtenir autre chose, ou parce que tout simplement ses sentiments sont forts et que de temps en temps ça déborde. Et si c'est la troisième solution, il faut être indulgente avec lui. D'accord, ok, mais je lui demanderai parce que je lui ai jamais demandé. Arrêtez de lui demander, essayez de sentir. Si vous le connaissez bien maintenant. Oui, bon, bah alors c'est la troisième solution, mais... Bah alors alors, là, il n'y a pas longtemps, il y a un mois... Soyez flattés. Oui, pardon, il y a un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Il y a un mois, il y avait une soirée organisée dans ma région, et puis il a rencontré d'autres gens lors de cette soirée, et moi j'ai reçu à 4h du matin des messages... disant que voilà, il avait croisé un tel, et lui aussi était d'accord qu'on irait bien ensemble, que c'est dommage que je veuille pas accéder à sa demande, etc., etc. Et ça m'a vraiment mise en colère parce que j'ai pas envie que d'autres personnes parlent de moi, de nous, dans ces termes-là, alors que j'ai été claire en fait. Et du coup, depuis ce temps-là, c'est vrai que je l'ai pas rappelé parce que je suis pas contente. Et je lui ai exprimé le lendemain que j'appréciais pas ce genre de situation. Et là, c'est vrai que hier, par exemple, j'allais l'appeler pour savoir s'il était dans les parages pour aller boire un verre là où j'étais, parce que c'était près de chez lui. Et je l'ai pas fait parce que je me suis dit, si je le fais, je vais rajouter en fait 1 euro dans le jukebox là, et je vais relancer quelque chose qui est pas vraiment clair. Et du coup, j'ai pas osé en fait, je me suis pas autorisée à l'appeler à cause de ça. En fait, à cause de cette limite qui est souvent dépassée. Voilà. Il y a quelque chose dans votre relation, de son côté, je sais pas, mais de votre côté, vous affirmez avec beaucoup de clarté que c'est votre ami, mais vous êtes en colère en partie contre lui, vous êtes en colère en partie contre vous, vous ne voulez pas le voir, mais vous ne voulez pas arrêter de le voir. Peut-être qu'à un moment, il va falloir arriver à poser tout ça sur la table et voir ce que vous en faites. Parce que finalement, quand vous le voyez pas, vous n'êtes pas bien, mais quand vous le voyez, vous n'êtes pas bien, mais vous êtes bien quand même quand vous le voyez, vous êtes bien quand même quand vous ne le voyez pas. Donc, quand je le vois pas, je suis bien. Enfin, je pense pas à lui outre mesure en fait. Et quand vous le voyez, vous êtes comment ? Quand je le vois, ça me fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, parce que oui, ça me fait plaisir en fait. Mais ça me fait plaisir comme tous mes autres amis ou mes amis IE en fait, parce que moi j'aime mes amis en fait. Oui, non mais j'entends bien, Isabelle, j'entends bien. Voilà, c'est juste ça en fait. Pour moi, il y a pas, on est sur le même niveau en fait. Il est pas plus ou moins que les autres. J'ai un cercle d'amis que j'aime énormément et voilà et c'est juste ça. Alors, moi, je vais vous dire les choses très clairement, Isabelle. Oui. Soit vous en avez marre parce que justement, il dépasse les bornes et qu'il ne vous respecte pas. Donc, respectez-vous et mettez fin à cette amitié. Soit, si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose quand même dans votre façon d'être avec lui qui n'est pas clair. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à mettre au clair. C'est ce que je me suis dit hier. C'est pour ça qu'on vous parle de votre colère. Ouais. C'est vraiment ce que je me suis dit hier. Je me suis dit, est-ce que c'est pas toi qui de façon peut-être inconsciente relance ça parce que ça te plaît bien d'avoir quelqu'un qui t'apporte cette attention-là, ça valorise aussi de savoir que je plais à quelqu'un, etc. Et du coup, ça m'ennuyait de moi en fait, de ma réaction à moi. Et si c'est ça, il faut effectivement, vous avez raison, Brigitte, que je prenne un peu peut-être de distance avec ça et que que vous acceptiez d'être son vous savez, il y a l'amour courtois, c'était ça. Hein, il y avait des hommes qui étaient amoureux de femmes et les femmes acceptaient et faisaient et jouaient le jeu. Vous êtes peut-être dans un amour courtois tous les deux. Renseignez-vous sur ce que c'est que l'amour courtois, ça vous éclairera peut-être un peu plus. Merci en tout cas Isabelle, merci beaucoup. À vous. Merci à vous. Je crois que le témoignage d'Isabelle est important parce que c'est ça qui peut se passer évidemment dans les amitiés aussi. Oui, bien sûr. Alors, petite devinette et puis après on va laisser la place aux infos, mais on reviendra bien sûr sur l'amitié. Que se passerait-il s'il y avait un incendie dans un bordel ? Vous pouvez réfléchir et on aura la réponse après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous parlons de l'amitié aujourd'hui. Et bien sûr, je rappelle ce livre, L'amitié aux éditions Erol, dont nous a parlé également Isabelle. On a déjà bien avancé avec les témoignages. On en a dit des choses sur l'amitié. Oui, c'est. Et je me disais, en écoutant Isabelle et Aurélie et Nicolas quand il a appelé, que chacun, vraiment, c'est une histoire différente. Alors, non pas que d'habitude on entend toujours la même chose, mais là, c'est des nouvelles facettes de l'amitié qui sont apportées dans cette émission. Je trouve ça très passionnant. Oui, et ben on va continuer avec Alex qui nous a rejoint. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Que se passerait-il s'il y avait un incendie dans un bordel ? Je répondais. Non, vous savez pas. Ben, c'est simple. Pour les hommes, ce serait la débandade et les femmes ne seraient pas niquées. Elle serait paniquée, vous avez bien compris le jeu de mots. Oui. Parce que... Paniquée en 2 mots. N'est-ce pas ? Bonjour Alex. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Alex. Alors, l'amitié, qu'est-ce que vous nous en dites, vous ? Oh, plein de choses. Eh bien, allez-y. L'amitié, c'est du bonheur, c'est du malheur, c'est plein de choses. D'avoir des amis sincères, c'est très rare. Moi, j'ai connu plus jeune, j'avais pas mal d'amis, tout ça autour de moi, puisque je pouvais les recevoir à la maison en étant plus jeune grâce à mes parents qui me laissaient voir du monde. Et puis au fur et à mesure, quand on grandit, qu'on arrive vers les 20 ans, tout ça, on nous dit oui, t'inquiète pas, quand j'aurai mon appart, on fera des choses à la maison. Donc super. Bon, sauf que j'étais pas invité par la suite. Donc ça faisait quelque chose. Et puis après, moi j'ai toujours aimé faire rencontrer les gens les uns avec les autres et pour qu'il y ait des nouvelles rencontres. Et puis, à un moment donné de ma vie, quand j'étais en couple, j'ai eu une séparation et là, je me suis aperçu que mes amis étaient là pour mon ex au final. Et c'était mes amis, c'était pas les siens à la base. Donc d'un côté, je m'étais dit, super, mes amis sont là pour mon ex, c'est bien, sauf qu'ils n'étaient pas là pour moi. Donc du coup, il y a c'est là, on va dire, à mon niveau, c'était là où j'ai pris quand même un gros coup de massue. Et je me suis dit, donc c'est ça des amis. Voilà, j'ai réalisé finalement dans les coups durs quels sont les amis, c'est ce qu'on dit souvent, c'est dans les moments durs qu'on s'aperçoit de quels sont nos amis. Et c'est là que je me dis, finalement, est-ce que j'ai toujours été bien entouré ou pas ? Et puis, j'écoutais une deuxième émission, je crois que c'était au mois d'août ou je ne sais plus quand. Il y avait un truc sur l'amitié qui m'a fait tilt, c'est de se dire finalement les amis, on peut en avoir différents tout au long de la vie et selon les périodes et les situations. Il y avait un couple, je crois, qui avait déménagé je ne sais pas combien de fois, qui montait une entreprise, qui restait 3 ans, qui repartait. Et en fin de compte, les amis venaient et ils repartaient comme ça, en fin de compte, en fonction de là où ils étaient. Et c'est pas pour autant qu'on oubliait les anciens amis, mais simplement qu'on avait parfois les amis qu'on méritait ou pas. Et ça m'a fait pas mal réfléchir, ça, sur quels sont mes amis, est-ce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi, est-ce que je peux les compter sur le doigt d'une main, je ne saurais pas le dire au final. Je trouve que vous avez l'air assez déçu par l'amitié quand même, Alex. Je suis assez déçu parce que moi, effectivement, je donne beaucoup. On peut m'appeler à 2h du matin, je suis là. Je suis un grand bricoleur dans l'âme. Dès que quelqu'un a besoin de travaux ou quoi que ce soit, on fait appel à moi. Mais par contre, pour les bons moments, on m'appelle pas spécialement. Pareil, par exemple, moi, je bois pas du tout d'alcool. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie. J'ai 47 ans, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Mais je me souviens toujours, quand les gens allaient boire un verre, faisaient des apéros, j'étais pas invité. Pourquoi ? Parce que je buvais pas d'alcool. Donc, ça n'allait pas m'intéresser. Alex, ce que j'entends, mais c'est un drame français. Cette espèce de regard qu'on porte, excusez-moi, je dévie du sujet de l'amitié, mais ce regard qu'on porte sur les gens, c'est un tel ou une telle ne consomme pas d'alcool, on va pas l'inviter parce que ça doit être un bonnet de nuit. Voilà. Vous êtes sûr de ça j'en suis convaincue. Que ça peut faire mais je suis convaincue pour l'avoir entendu souvent. Ah oui. Et effectivement, pour confirmer ce que dit Anne-Laure, la cigarette et ça, c'est 2 choses qui excluent les gens en fin de compte. Et effectivement, moi, quand on fait des soirées au boulot organisées par la direction, tout ça, ou dans d'autres choses, on me dit mais heureusement que tu bois pas, parce que je fume une pile, je m'amuse, je m'éclate, j'ai pas besoin d'alcool là où les autres vont boire et donc je dirais ils vont boire et finalement être dans un état qui est pas très recommandable au travail. Donc moi j'ai pas du tout besoin d'alcool pour m'amuser. Moi je dirais que c'est plutôt un mal français l'alcoolisme. Je suis d'accord. Moi j'aurais plutôt la tendance inverse. Quelqu'un qui boit beaucoup, j'ai pas très envie de l'inviter.
Donc je vais vous inviter, Alex. Hein. Non, mais tout à fait, avec plaisir. Mais... Non, mais je crois que ce que vous dites, moi je pense que c'est important aussi que vous vous repositionniez par rapport aux autres. Moi j'entends souvent des personnes qui se dévouent beaucoup pour les autres parce qu'ils sont humainement dans cette tendance-là, et c'est plutôt une belle qualité. Mais attention, parce que on profite certainement un peu de vous. Et donc, il faut que vous arriviez à apprendre à faire la nuance entre ceux qui méritent que vous les aidiez et puis ceux qui profitent de vous. Parce que les profiteurs, il y en a beaucoup. Et je pense que vous n'avez pour l'instant pas encore trop su développer cette intuition pour démasquer les profiteurs. Et vous avez appris jeune, apparemment, à ce qu'on profite de vous. Oui, mais en fait, le fait qu'on profite de moi, en soi, ne me dérange pas spécialement parce que j'aime aider les gens. Non, ça doit vous déranger. Les profiteurs, excusez-moi, ils ne vous respectent pas parce qu'ils profitent de vous. Je suis d'accord. Vous voyez ? Oui, mais c'est important. Vous savez très bien à quel point je mets le mot respect à tout niveau. Exactement, oui. Mais Alex, vous pouvez aimer aider les gens et c'est tout à votre honneur, mais c'est en fait quelle est la limite entre le moment où vous allez proposer votre aide, où vous allez attendre qu'on vienne demander votre aide, où vous allez vous précipiter pour dire que vous pouvez aider, donc répondre oui tout de suite. Quelle est la limite ? Moi, par exemple, regardez, là j'ai des travaux à faire chez moi, donc je pourrais vous appeler, on est un peu amis, là on se connaît depuis 10 minutes. Non mais c'est pas des gros travaux, j'ai juste un trou à faire dans le toit pour passer un ça me dérangerait pas. Même si quelqu'un que je connais pas, ça me dérangerait pas de finir. Justement, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Parce que à partir de ce moment-là, si vous voulez, pour les gens qui pourraient être des vrais amis, comme ils vous voient rendre service à tout le monde, ça n'a plus d'importance non plus. Vous voyez, donc vous perdez aussi du lien avec des gens qui en méritent, qui le méritent. Parce que vous mettez tout au même niveau. C'est ça le problème. Alors oui, dans un sens, je vous comprends quand vous dites ça, mais c'est aussi les à côté, parce que c'est vraiment l'exemple des travaux, c'est le truc le plus flagrant. Souvent, on a fait appel à moi par rapport à ça. Mais par exemple, dans l'amitié, par exemple, pouvoir se confier et discuter avec des gens, j'ai remarqué que les personnes autour de moi, celles que je pouvais considérer comme des amis, ça n'a jamais été évident de parler facilement de tout et de rien. J'ai jamais vraiment connu comme ça un confident dans ma jeunesse, ou une confidente. Et au final, je me suis aperçu avec le temps, et puis surtout en découvrant le libertinage, que j'étais beaucoup plus proche des personnes avec qui je passais juste une nuit, qu'on pouvait discuter par la suite, parce qu'il n'y avait pas de tabou, on pouvait parler de tout. Et les personnes, des fois, dans le libertinage, connaissent plus de choses sur mon intimité et mon parcours que des amis que je pouvais avoir depuis des années. Et ça, c'est un truc de dingue, de se dire, de se mettre à nu, dans tous les sens du terme, pour après pouvoir que des gens se confient à vous, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est amis non plus, entre amis, copains, connaissances. Je trouve que le vocabulaire. Mais vous savez, je crois, Alex, que vous vous êtes beaucoup dévoilé. Et je pense qu'Anne-Laure pense comme moi. Je pense que vous avez du mal à parler réellement de vous. Et donc vous avez sans doute une grande sensibilité, une grande générosité, et donc vous voulez donner pour finalement ne jamais être réellement dans le don de soi sur le plan de l'intimité psychique. Et quand vous donnez, en fait vous parlez beaucoup de vous, mais vous parlez à ce moment-là d'une fragilité, c'est-à-dire du besoin de l'autre. Vous avez besoin de l'autre. Disons que, alors c'est peut-être ce que vous dites, j'ai besoin de l'autre, et disons que j'aimerais recevoir parfois de l'attention en retour. Alors pas parce que je donne, parce que j'aime pas être dans la réciprocité, mais simplement que quand il y a quelque chose, on pense à moi, tiens, on peut se faire une bouffe, tiens, il peut y avoir quelque chose, et pas uniquement faire appel à moi ou penser à moi quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai que ça, j'en ai beaucoup souffert, et j'en souffre toujours de toute façon, de me dire, je sais qu'il y a des gens qui font des trucs. Mais parce que vous vous montrez sous un jour qui n'est pas tout à fait le vôtre. Je vous conseillerais, parce que c'est difficile pour vous d'entendre ce qu'on vous dit, parce que c'est quelque chose et vous vous êtes construit d'une manière qui fonctionne bien, mais qui quelque part vous fait un peu souffrir. Vous réécouterez tranquillement en podcast ce qu'on vous a dit. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce qu'au fond, ça parle de vous, évidemment, la manière dont vous fonctionnez. Donc, je vous proposerai de réécouter tranquillement. Ouais. Et puis, c'est bientôt Noël, Anne-Laure, vous le savez. Et donc, nous, sur Sud Radio, on a un grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et
et il y a des cadeaux, il y a plein de cadeaux à offrir. Et aujourd'hui, peut-être que l'un d'entre vous va gagner une enceinte design et connectée de la marque française Lexon. Peut-être que vous allez gagner un bon cadeau d'une valeur de 75 € sur cadeau.com et peut-être autre chose. En tout cas, si vous avez envie de gagner un cadeau de ce grand sapin de Noël sur Sud Radio, bien vous nous appelez tout de suite au 0826 300 300 et ce sera le 14e appel qui gagnera. Allez, on fait une petite pause, on revient sur l'amitié bien sûr dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer l'amitié avec Anne-Laure Buffet. Je suis sûre que tous les témoignages qu'on entend font réfléchir ceux qui nous écoutent sur leurs amitiés. C'est vrai que je crois que peut-être au moins autant que l'amour, si ce n'est plus, notre amitié, notre façon de vivre l'amitié parle vraiment de nous. Parle de la manière dont on se positionne, c'est certain. Je repensais à Alex et ce qu'il vient de nous dire. Et Alex, si vous nous écoutez en podcast ou si vous écoutez encore l'émission, je crois vraiment qu'il faudrait que vous deveniez un peu amis avec vous et que vous preniez ce temps-là pour vous dire qu'est-ce que tu attends tellement, qu'est-ce que tu es capable de recevoir aussi. Est-ce que vous êtes capable de recevoir ? Oui. Parce que quand on donne beaucoup, on donne trop, donc on n'a plus la place pour recevoir. Très juste. Bonjour Thierry. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien ? Ben, ça va Thierry, ça va très bien. Et vous, comment ça va ? Bien. Merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que vous avez des amis, Thierry ? Oui, j'ai des amis de longue date, Oui. 20, 30 ans, et aussi qui sont à l'étranger, puisque j'ai travaillé en Amérique du Sud, et donc à l'époque, dans les années 2000, un peu avant. J'ai partagé pas mal de choses avec ces gens-là et malgré que je sois revenu en France et depuis 2003, on a gardé le contact et même si on se voit pas souvent, c'est comme si on n'était pas partis en fait. D'accord, donc vous arrivez à... donc vous entretenez un contact par mail, par Oui, c'est ça, par WhatsApp le plus souvent, WhatsApp, on s'envoie des petites choses marrantes ou des petits trucs cochons comme on le fait d'habitude souvent par ce genre de médias pour entretenir un peu les ça aide quand même Anne-Laure Buffet, on critique beaucoup les nouvelles technologies mais pour entretenir l'amitié je trouve que ça aide quand même beaucoup. Ça aide beaucoup, oui. Ça aide beaucoup si on s'en sert, correctement, oui ça aide beaucoup. Oui exactement, ça permet de rester en contact, c'est un contact léger mais voilà, c'est intéressant. Et après, quand on se retrouve, là, comme j'ai récemment revu un de ses amis qui est venu pour la fameuse course, je me souviens plus, là, au Mont Blanc, la course la plus dure du monde, là, en montagne, pendant 24 heures. C'est quelqu'un que j'avais pas vu depuis une dizaine d'années. On s'est retrouvés tout naturellement. Voilà. Ah oui, 10 ans après, c'est un homme, j'imagine. Oui, c'est un homme. Non, mais là, je dis une chose que j'ai remarquée dans mon expérience, dans ma vie. Je pense que les amitiés du même sexe ont moins besoin d'être entretenues que des amitiés entre personnes de sexe différents. Oui, tout à fait. Je vous ferai un commentaire aussi. Je pense que c'est plus simple qu'entre hommes, parce que je pense qu'entre hommes, on partage des activités et des choses et donc après c'est très facile de se retrouver et on partage beaucoup moins de sentiments ou d'émotions qui sont plus difficiles à retrouver. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. J'ai l'impression qu'entre hommes c'est beaucoup plus facile de maintenir des relations amicales qu'entre femmes ou entre un homme et une femme. C'est intéressant ce que vous dites, vous venez de dire, entre hommes on partage des activités et en gros entre femmes on partage des émotions. Alors c'est vrai et c'est faux, c'est assez, on va dire c'est un peu caricatural, oui. Mais surtout, je crois qu'il y a quelque chose qui demeure, c'est que les femmes, dans l'amitié depuis très 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 longtemps, ça date pas d'il y a 20 ans, avaient l'espace de l'amitié entre femmes pour pouvoir exprimer ce qui était de l'ordre de l'émotion, de l'intime, du secret, de tout ce qui touchait à l'intimité, la féminité, la sexualité, lorsque les hommes n'ont
pas eu cet espace-là. C'était l'image masculiniste, viriliste, machiste qu'on faisait poser sur les hommes. C'est en gros, on va guerroyer d'une manière ou d'une autre, mais on parle pas de ses émotions. Et ce que je trouve très intéressant avec l'évolution des générations, c'est qu'aujourd'hui, les hommes vont continuer à mener des activités, à avoir leurs activités un peu comme ils pouvaient en avoir autrement, mais commencent beaucoup plus à se livrer aussi sur leurs émotions. En revanche, quand vous dites que l'espace d'amitié entre les femmes, c'est pour les émotions, entre femmes, on peut aussi avoir des activités qui sont, outre le tricot et le shopping, faire du sport ou je ne sais quoi. Hein. Oui, on n'est pas cantonné à pleurer sur nos mouchoirs parce que les hommes, ces méchants hommes, nous ont encore fait du tort. Non, mais je comprends, c'est un peu caricatural ce que je disais, mais voilà. Oui, mais il y a un fond, il y a un fond de vrai. Mais voyez Thierry, moi ce que vous avez dit là m'a fait tout de suite réagir. Je crois quand même, quoi qu'on en dise, que dans une amitié entre un homme et une femme, il y a quand même un tout petit peu d'amour. Qu'on le veuille ou non. Alors souvent on le refoule. Je suis d'accord. Moi, je peux vous dire personnellement, j'ai pas aujourd'hui vraiment d'amis femmes. Celles que j'ai, que je pourrais dire que c'est des amis, ce sont des ex. Hein. Donc, voilà. Il y a eu quelque chose, donc forcément, donc voilà. Mais j'ai pas vraiment une amie femme avec qui il s'est rien passé. Je suis en train de chercher dans ma tête et je ne trouve pas. Vous la trouvez pas? Oui, non, mais alors après, quand je dis un tout petit peu d'amour, c'est pas enfin, je parle pas d'amour, hein, mais un petit peu de sentiment, un petit peu d'affect qui est pas tout à fait. Alors, ça peut exister aussi entre femmes et entre hommes, hein, bien sûr, parce qu'on a aussi une bisexualité psychique, hein, de toute façon. Et même si on passe pas l'action, mais je suis d'accord avec vous, il y a toujours un petit quelque chose. Une attirance ou quelque chose qui fait que c'est très différent avec une amitié masculine. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Anne-Laure? Sur le fait qu'il y a toujours un peu d'amour dans les amitiés hommes-femmes? Oui. Enfin, quelque chose de l'ordre de l'affect, quelque chose qui est pas tout à fait clair. Même si c'est très trouble. Si c'est pas clair, c'est trouble. Je sais pas. C'est vous qui avez écrit le livre sur l'amitié, enfin. C'est pas parce que j'ai écrit un livre que je sais tout. Non, surtout, je ne sais pas parce que je crois que c'est tellement inconscient que peut-être qu'il faut le laisser inconscient, peut-être qu'il faut pas aller le chercher justement. Donc j'ai rien dit. Non, j'ai pas dit ça, mais voilà, j'ai foutu le bordel dans la tête de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis désolée. Non, mais je crois que j'ai perdu tous mes auditeurs. Je pense qu'il faut juste se rappeler d'un truc, c'est que avant qu'il y ait l'amour ou avant qu'il y ait l'amitié, de toute façon entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent, pour qu'il y ait cette relation, il faut bien qu'il y ait une rencontre. Donc, au moment de la rencontre entre un homme et une femme, il peut y avoir, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes, il peut y avoir au moment de la rencontre ce sentiment de désir ou d'attirance ou de pas réellement savoir si on va aller vers l'autre par désir d'amitié ou par désir d'amour et de sexualité. C'est au moment de la rencontre. Mais je pense que très très vite, ça va. Il y a une orientation du lien qui va se faire presque malgré nous. Non, mais je pense, je suis d'accord avec vous, Anne-Laure Buffet. En fait, on va rencontrer quelqu'un et il y a une attirance. Alors cette attirance, elle n'est pas forcément sexuelle. De même que on rencontre, je veux dire, une maison, il y a une attirance ou il n'y a pas d'attirance. Enfin, je veux dire, ça nous laisse. Donc le mot attirance, il est parfois chargé de sexe, parfois chargé d'affect, et parfois chargé de beauté, chargé de. Mais par exemple, quand on rencontre quelqu'un, il peut aussi y avoir une répulsion, et à ce moment-là, il y aura ni amitié ni amour qui pourra se mettre en place. Après, vous avez raison, cette attirance, elle parle forcément de nous, de qu'est-ce qu'elle raconte de nous. Est-ce que c'est nécessaire forcément d'aller chercher pourquoi telle personne on est devenu amis ou on a été attiré sexuellement? Je veux dire, vous avez raison, c'est pas forcément nécessaire d'aller creuser. Je suppose que vous êtes aussi d'accord avec ça, Thierry. Oui, tout à fait. J'ajouterais juste aussi que quand on a un conjoint, c'est le regard du conjoint aussi sur cette amitié qui peut poser un problème des fois, ou qui peut mettre en lumière que c'est pas toujours qu'une amitié
simple. Une amitié amicale. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, quelle différence on fait entre le terme ami et copain ou copine, hein? Moi, je dirais qu'un ami, c'est quand même plus profond. On échange plus de choses intimes avec un ami. Et ben voilà, vous avez dit profond, intime. Excusez-moi, hein, vous voyez, les mots parlent pour eux. Je vous ai tendu une perche, vous me l'avez saisie. Hein. Aïe. Non, mais vous voyez, c'est évident. Non, mais bien sûr. Mieux saisir une perche que la prendre sur la tête. Mais vous savez, copain, si on fait dans l'étymologie, c'est celui avec lequel on va partager le pain. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on partage le pain qu'on partage beaucoup plus. Il y a une proximité. Alors la copine, on partage la pine. Je signale à nos auditeurs et auditrices que je n'ai strictement rien dit. Brigitte vient de prendre la parole et ça n'était pas moi. Voilà. J'assume. Mais zut, qu'est-ce que je disais, l'ami. Et on va faire une pause. Je vais vous laisser récupérer Anne-Laure Buffet. Merci Brigitte. Merci Thierry et on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler d'aphrodisiaque justement. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Anne-Laure Buffet, je vous propose de parler de cuisine aphrodisiaque, parce que c'est vrai que depuis la nuit des temps, beaucoup de personnes ont cherché à améliorer leur libido grâce à la cuisine. Alors, moi, je ne vais pas spécialement vous dire quels sont les produits aphrodisiaques, bien que j'en ai quand même fait la liste par rapport à tout ce qu'on dit depuis pas mal de temps. Mais je trouve que déjà, on peut démarrer la soirée par un repas spécialement conçu pour stimuler la libido. Et je trouve que il y a des choses qu'on mange et qui sont de par l'esthétique, de par les mets aphrodisiaques. Et puis il y a des choses, si on veut faire une soirée amoureuse, on va pas faire un cassoulet par exemple. On peut. Ou alors il faut que la saucisse soit particulièrement. Voilà, vaut mieux être un cassoulet suivi de tartines à l'ail et chacun se débrouille. Voilà, on est bien d'accord. Donc, alors, il y a beaucoup de correspondances qui existent de toute façon entre la cuisine et la sexualité. Hein. C'est une question de chair dans tous ces états. Alors après, est-ce que les aliments aphrodisiaques marchent vraiment ou est-ce qu'il y a un effet placebo ? Je ne sais pas si on peut le dire vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des aliments qui vont fluidifier le sang et donc forcément favoriser l'érection aussi bien du pénis que du clitoris. C'est en ce sens qu'on peut dire que peut-être qu'il y a des aliments qui marchent. Donc j'ai fait la liste de ce qui est reconnu comme aphrodisiaque. Voilà, donc il y a le safran, le gingembre, le ginseng, les huîtres, le chocolat. Et donc voilà ce qui peut faire affaire. Maintenant, il faudrait peut-être en manger beaucoup pour que ça ait réellement un effet sur notre libido. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'aliments. Moi, je dis aussi que la présentation, on peut faire une présentation qui évoque un peu le sexe masculin, le sexe féminin. Et puis, on peut écrire le menu avec des noms qui évoque justement la sensualité, la sexualité. Voilà, donc un peu d'imagination de toute façon. Et si vous invitez quelqu'un, votre amoureux ou votre amoureuse à dîner et que déjà vous lui avez préparé le menu avec l'entrée, je ne sais quoi, cuisse folle ou enfin bon bref, chacun trouvera. Et puis il y a des livres qui existent sur la cuisine aphrodisiaque, cuisine amoureuse. Donc vous pouvez aussi et sur internet vous trouverez également des recettes. Donc n'hésitez pas, c'est une belle manière d'introduire, si je puis dire, la soirée. Et puis huîtres et chocolat à l'approche des fêtes, toujours être c'est un peu la période. Et justement, puisqu'on approche des fêtes, c'est le moment d'accueillir notre... c'est une gagnante aujourd'hui qui va donc gagner ce cadeau du grand sapin de Noël Sud Radio. Bonjour Christelle. Bonjour. Eh bien, félicitations. Merci beaucoup. C'est vous qui avez gagné. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné Oui, super.
Eh bien, vous avez gagné une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Et alors, c'est assez génial parce que vous allez choisir un photographe professionnel. Il y en a 400 qui ont été sélectionnés et vous pourrez choisir de vous faire photographier soit chez vous, soit dans un beau studio, soit même, pourquoi pas, en extérieur. Et vous pourrez choisir évidemment de vous faire photographier seul ou en famille ou avec votre amoureux. Enfin, bref, ce sera à vous de choisir. Mais en tout cas, je trouve que c'est un joli cadeau d'immortaliser un moment par une belle photo. Eh bien super, je suis ravie. Bon. Et puis vous avez aussi gagné quelque chose de très aphrodisiaque puisque vous avez gagné votre ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. Mais trop bien, merci beaucoup. N'est-ce pas, hein? C'est ce coffret d'1 kilo de chocolat et de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Bon, enfin bref, là, vous pourrez faire plaisir à toute la famille. Je vais appeler la semaine prochaine, j'appelle. Vous appelez la semaine prochaine. Bon, en tout cas, continuez à nous écouter et n'hésitez pas à appeler puisque le grand sapin de Noël, ça continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Vous pouvez également doubler vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Merci Christelle, bravo. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Et on va continuer avec Sophie Lavaux qui nous a rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte. Vous êtes docteur en neurosciences, psychologue clinicienne et vous avez écrit ce livre « Revenir à soi » avec un sous-titre important « Comment le numérique nous déconnecte de nous-mêmes » aux éditions Albin Michel. Alors moi je trouve que votre livre est tout à fait intéressant et c'est ce qu'on essaye de tous les jours dans cette émission, de faire comprendre qu'il y a un lien avec les autres qui est essentiel et que ce lien il passe plutôt avec nos ressentis et nos émotions et pas tellement avec l'intelligence artificielle en quelque sorte. Oui, enfin l'humanité existe parce qu'il y a un lien affectif et on évolue en groupe. Donc peut-être que le numérique nous fait un peu oublier nos capacités de lien direct. Vous allez jusqu'à dire que ça peut nous déconnecter de notre corps justement ? Oui, parce que on se fait happer par tout un tas de sollicitations, alors qu'elles soient numériques ou pas d'ailleurs, c'est un phénomène de société. Et on peut traverser comme ça notre existence sans vraiment être présent à la qualité des liens. Et ça, c'est véritablement un problème. On n'est plus à l'écoute effectivement, des émotions qui nous traversent, les émotions qui sont des signaux qui nous permettent d'agir en adéquation avec nos besoins. Je crois que ce qui est important, et vous l'écrivez très très bien dans ce livre, Revenir à soi, ce qui est important, c'est de ressentir notre corps. Et notre corps, finalement, par exemple, quand on est stressé, quand on a peur, quand on est en colère, il y a des manifestations corporelles qui sont finalement peu apprises dans la société. Tout à fait. Oui. Alors, si vous voulez... Non, allez-y. Non, je vous écoute avec beaucoup d'attention, donc continuez, je vous en prie. En fait, c'est vrai qu'on apprend beaucoup les 5 sens à l'école, on en a beaucoup entendu parler, mais on ne parle pas tellement de la sensorialité interne. Par exemple, la proprioception, la sensation de son corps dans l'espace, la position de son corps dans l'espace, la thermoception, la sensation de la température sur le corps, la neuroception, la sensation interne de l'état de son système nerveux. Effectivement, est-ce que je me sens plutôt stressée ou apaisée ? Et ça, ce sont des signaux sensoriels très importants, effectivement, dont on ne parle pas vraiment à l'école. Oui, et que les parents, finalement, n'aident pas leurs enfants non plus, parce qu'eux-mêmes, malheureusement, n'ont pas appris. Donc, on est et on l'a vu d'ailleurs après la Covid, où les gens ont été un peu beaucoup coupés du lien aux autres. Ça a provoqué une montée d'anxiété, une montée de problèmes psychiques. On est beaucoup dans la réaction, mais l'émotion en tant que telle fait peur. Elle fait peur. Et ça, c'est un phénomène de société un peu. Ouais. Et c'est assez curieux d'ailleurs, parce que si on écoute les grands gourous du développement personnel, si on regarde un petit peu tout ce que la littérature en développement personnel sort depuis une vingtaine d'années, au contraire, on est invité à écouter ses émotions, à laisser parler ses émotions, à libérer ses émotions négatives, positives. Enfin, c'est un peu un mot marronnier qui ressort tout le temps. Et en même temps, comme vous le dites, on n'apprend pas aux gens à le faire.
ou pas réellement à le faire, on leur donne pas le vocabulaire non plus, les mots pour pouvoir l'exprimer aux autres. Donc parfois ça doit vous arriver en consultation, on reçoit des personnes et quand on leur dit mais qu'est-ce que vous ressentez, elles savent pas dire. Et il y a tout ce langage-là à tout point de vue dont on est complètement éloigné. Tout à fait. Et donc il est difficile de réguler une émotion si on n'arrive pas déjà à l'identifier. D'ailleurs, moi, très souvent, quand quelqu'un me dit j'ai peur, et que je lui dis mais de quoi vous avez peur, c'est pareil, c'est un grand silence, alors que parfois la peur, elle est totalement irrationnelle. Et il y a une chose que j'aime beaucoup, parce que moi c'est vraiment ma conviction, vous dites que l'intelligence la plus essentielle c'est l'intelligence adaptative, et moi je trouve que c'est vraiment, et je suis ravie parce que vous travaillez quand même sur les neurosciences, donc je suis ravie de l'entendre et de le lire, parce que ça me paraît tellement évident, et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne dit pas aux gens. Être intelligent, c'est pouvoir s'adapter. Et on a beaucoup finalement considéré que l'intelligence, c'était la logique, les mathématiques, la résolution de problèmes. Et là, je pense qu'on s'est trompé. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on doit absolument rééquilibrer en développant, très bien, les compétences logiques, mais aussi les compétences sociales et émotionnelles en parallèle, au même plan. Oui, parce que c'est sûr que c'est grâce à l'intelligence du néocortex qu'on a construit des fusées, je ne sais quoi, mais en attendant, c'est pas ça qui nous rend heureux. Donc il serait peut-être bien de revenir au ressenti. Et vous dites d'ailleurs, on ressent avant d'agir. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que... on le sait d'ailleurs, on va avoir une réaction comme ça immédiate, mais qui vient d'un ressenti et d'une émotion, et non pas de notre intelligence. Et c'est justement parce qu'on va se servir de notre intelligence pour parfois ne pas réagir. Oui, c'est ça. Et puis on a trop souvent séparé le système émotionnel du système logique. Et en fait, il faut remettre les choses à leur place. C'est que le système logique, c'est imbriqué dans notre système émotionnel. Les deux sont intimement liés, comme les deux versants d'une même pièce, donc c'est complémentaire et intriqué. Donc on ne peut plus séparer les deux là aujourd'hui, il faut vraiment qu'on remette les choses à leur juste place pour être en équilibre avec le monde du vivant, justement. Sauf que quand on lit votre livre, Sophie Lavaux, Revenir à soi, aux éditions Albin Michel, on peut être un peu inquiet, parce que vous avez raison, nos dirigeants, les médecins sont de plus en plus coupés des émotions, les géants du net asservissent notre cerveau, ça va pas très bien quand même. Oui, et je parle dans ce livre de la manière dont on a sélectionné ces personnes-là, finalement, comment on a permis qu'elles arrivent à la tête des entreprises, et je pense que c'est vraiment en mettant l'accent sur l'intelligence logique, et il faut écraser son voisin pour être le plus fort, et la définition du succès, c'est ça, c'est être en haut de la pyramide. Alors qu'on pourrait redéfinir ce que c'est que le succès, et peut-être que le succès, ça peut être au contraire être ensemble, je sais pas, revoir un peu les critères de réussite, et on pourrait du coup se dire que celui qui est en haut de la pyramide, en fait, il a échoué parce qu'il n'a pas été avec les autres, et là on inverse tout. Je suis pas sûre qu'on en prenne le chemin, Anne-Laure Buffet. Vous connaissez mon optimisme. Oui. Et puis, vous revenez évidemment sur les fameux neurones miroirs. Et je trouve que ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui n'est pas tellement compris chez les gens. La majorité des gens ne savent même pas de quoi on parle. Quand on parle de neurones miroirs, ils imaginent peut-être une glace sur le... Vous pouvez peut-être Les neurones miroirs, c'est la résonance de l'autre en soi-même. Et on se construit dans cette résonance. C'est pour ça que revenir à soi, en fait, c'est revenir vers les autres. C'est pas tellement se regarder le nombril et revenir à soi. C'est revenir à soi pour être à l'écoute, enfin, des autres et du monde. Oui, sauf que les gens imaginent que leur moi, il est fixe, il existe et qu'il ne bougera plus, alors que c'est tout le contraire. Oui, on est en perpétuelle évolution, et toutes nos expériences, chaque jour, va remodeler les configurations au niveau du cerveau. On peut modifier nos croyances au fur et à mesure de nos expériences. Donc on a vraiment un cerveau qui est, on dit, plastique, c'est-à-dire qu'il va vraiment se configurer au fur et à mesure du temps. Donc rien n'est figé. Heureusement. Heureusement.
Et puis, ce que vous dites aussi, qui est intéressant, puisque vous critiquez évidemment beaucoup tous les algorithmes numériques, vous dites le numérique a un effet médicament instantané sur l'anxiété, la tristesse, la peur. Il nous rassure, il nous sécurise, mais en fait, c'est immédiat, mais c'est pas durable et finalement, ça ne fait que nous faire rentrer dans une addiction. En fait, je critique l'absence de critique. C'est-à-dire que les algorithmes en eux-mêmes, en fait, on en a dans le cerveau. On a des opérations mentales qui sont à notre insu, un peu comme des algorithmes d'un ordinateur. Donc, je veux dire, c'est dans la nature. Par contre, c'est ne pas être conscient de comment ça fonctionne, ça nous porte préjudice. Et là, on doit remettre un peu de conscience dans nos comportements. C'est ça, en fait, l'enjeu de... Oui, il ne faut pas être contre, évidemment, tout ce que les nouvelles technologies apportent. Alors moi, j'ai fait une réflexion l'autre jour, comme ça, parce qu'on me parle souvent de mon intuition, et je vous pose la question, puisque vous avez beaucoup travaillé sur les neurosciences, notamment. Pour moi, l'intuition, c'est un petit peu une intelligence artificielle qu'on aurait dans le cerveau. Oui, c'est très juste. Effectivement, il y a des calculs algorithmiques qui nous permettent d'arriver à une conclusion, et on ne sait pas vraiment quel chemin on a pris, mais ça a été un peu automatisé. C'est ce qui se passe dans les biais cognitifs. Et l'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate et on ne sait pas par quel chemin on est arrivé à cette conclusion. C'est exactement ça. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'apprendre quelque chose. Ça confirme donc mon intuition, comme dirait l'autre. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille si vous voulez comprendre un peu mieux et d'une manière un peu moins caricaturale que ce que font beaucoup de coachs en développement personnel. Ça s'appelle « Revenir à soi ». C'est aux éditions Albin Michel. Comment le numérique nous déconnecte de nous-mêmes. Merci beaucoup, Sophie Lavaux. Merci à vous. Merci Anne-Laure. On fait une petite pause et on revient sur l'amitié. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et quoi de mieux que d'avoir des amis pour revenir à soi. Peut-être qu'avec les amis, c'est avec eux qu'on est le plus soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez, Ornella? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors, du coup, moi, c'est un sujet qui me parle énormément parce que j'ai eu pas mal de relations amicales. Ouais. D'autres plus ou moins longues, d'autres qui sont encore d'actualité, d'autres non. Voilà, donc je voulais donner un petit peu mon ressenti, moi par exemple, par rapport à l'amitié, et dire que pour moi l'amitié c'était un petit peu un peu comme l'amour, mais voilà, il y a cet acte sexuel qui différencie l'amitié de l'amour. En amitié, moi, je suis plutôt très loyale. Oui. Également, beaucoup dans la demande de nouvelles. Alors, je vois pas mes amis tous les jours. J'ai pas besoin de les voir tous les jours. Mais on sait qu'on se fixe une date de se voir minimum une fois par mois. Mais on entretient le lien amical par des SMS. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup connectés par les SMS, par Instagram, par Facebook et d'autres réseaux sociaux. D'accord. Et vous avez des amis hommes et femmes ou que des amis femmes? Quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup d'amis hommes. Et là, maintenant, j'ai plus des amis femmes. Et pourquoi? Parce qu'on va dire que je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que de par mon métier déjà, je connais beaucoup plus de femmes. Oui, c'est déjà une raison. Oui, vous rencontrez plus. Comme je le disais tout à l'heure, on ne devient pas ami avec quelqu'un qu'on croise dans la rue. Donc, si vous avez un métier où vous êtes entouré de femmes, forcément, vous avez plus facilement l'occasion d'avoir des amis femmes. C'est ça, tout à fait. Et puis après, avec mon compagnon, on a un groupe d'amis, voilà. Je crois aussi, parce que c'est ce que vous vivez, c'est-à-dire avoir eu plus jeune des amis, pas mal d'amis hommes et maintenant plus d'amis femmes. Je crois aussi, parce que vous n'êtes pas la seule que j'entends dire ça, c'est que ça soit réfléchi ou pas, volontaire ou pas, plus jeune, il y a ce besoin de se situer par rapport à
à l'autre sexe ou le même sexe, hein, tout dépend d'ailleurs de la sexualité que nous avons, mais il y a un besoin de se situer par rapport à l'autre et de tester non pas son pouvoir de séduction, mais d'essayer de comprendre sans vraiment être concentré là-dessus, mais d'essayer de comprendre comment fonctionne une relation. Et puis en vieillissant, sans dire pour autant que vous êtes une vieille dame, mais en vieillissant, il y a des questions qui touchent à la sexualité, qui touchent à la féminité, qui touchent à notre intimité, qu'on va plus facilement vouloir aborder avec des personnes du même sexe qu'avec l'autre. Et en l'occurrence, entre femmes, en plus, tout ce qui touche à la sexualité, tout ce qui touche à la féminité est resté très longtemps, ça l'est encore pour beaucoup, tabou. Donc il y a des questions qu'on va se poser entre nous, ce qui fait qu'on va être amené parfois à réorienter nos amitiés en fonction de nos besoins et de nos questionnements et en fonction des étapes de notre vie. Oui, absolument. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est vrai qu'en prenant de l'âge, on a tendance déjà à avoir un cercle d'amis un peu plus restreint, on va dire. Qu'à l'adolescence, on veut être amis avec tout le monde. Mais en même temps, nos amitiés à l'adolescence, en règle générale, c'est des amitiés assez plus superficielles. Absolument. Parfois, il y en a une ou deux qui va durer et qui va perdurer dans le temps, mais très souvent, c'est des amitiés qui sont assez éphémères. Absolument, oui. Et pourtant, on se construit avec. Et on se construit on se construit beaucoup avec, mais on se construit par identification avec ces amitiés-là. Oui, absolument. Moi, je sais que là, j'ai que 5 amis, mais des amis qui sont là, qui sont présents, sur qui je peux compter et qui peuvent également compter sur moi. Voilà, quand il y a des soucis, des désaccords, on en parle. On laisse pas mijoter la chose pendant des jours, des semaines, histoire de remettre sur le tapis à un moment inattendu. Voilà, c'est une amitié, des amitiés saines. Oui, mais ça, je trouve ça très bien. Moi, je pense qu'en amitié, on doit pouvoir se dire ce qui va pas et pouvoir en parler de manière claire. Si on laisse des non-dits en amitié, je crois qu'on n'a pas compris ce que c'était que l'amitié. Je crois qu'en amour, parfois, malheureusement, on est obligé de laisser des non-dits. Mais je trouve qu'en amitié, ça devrait pas. Enfin, il me semble. Hein. Oui, je suis d'accord. Ornella, ne dites pas je n'ai que 5 amis, dites j'ai 5 amis. Oui, j'ai 5 amis, pardon. Non, mais c'est très différent. Je n'ai que 5 amis. Voilà, il peut y avoir un peu de regret ou le sentiment que c'est pas assez. Alors que ces 5 amis-là, tels que vous venez de le dire, c'est 5 personnes qui ont vraiment une place dans votre vie. Et 5 amis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en fait. C'est vrai. Et est-ce que votre conjoint, vous le considérez dans les 5 ou pas? Question au piège. Hein. Alors, mon conjoint, c'est un petit peu un couteau suisse. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en ce moment, parler de couteau, c'est un peu délicat. Hein, on est là. Non, mais je plaisante. En fait, vous voulez dire que ça dépend des jours, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il peut être ami sur certains points, mais pas sur d'autres. Après, c'est vrai que dans un couple, c'est toujours bien aussi d'avoir un petit peu son jardin intime, on va dire. Mais voilà, ça dépend des jours, de nos humeurs à chacun. Voilà. Mais est-ce que vous diriez que c'est quand même votre ami ou pas? Alors non, c'est pas mon ami. Non. Et pourquoi? Non. C'est parce que j'ai pas pour habitude de coucher avec mes amis. Je pense que c'est ça qui différencie vraiment l'amour de la relation amicale. C'est vraiment la sexualité. L'acte sexuel, quoi. Et si ça n'avait pas été votre conjoint, votre amoureux, ça aurait pu être un ami? Ça aurait pu être un ami, oui. Oui, donc c'est un ami. Enfin, il y a une dimension d'amitié entre vous. C'est-à-dire, vous pouvez compter sur lui. C'est ça. C'est dans ce sens-là que je posais cette question. C'est pas un ami au sens amitié pure, puisqu'il y a de la sexualité entre vous, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Oui, absolument. Et il peut compter sur vous. Oui, mutuellement en fait.
On peut compter l'un sur l'autre. Oui, donc il y a une dimension d'amitié dans le couple qui est nécessaire d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est important pour pouvoir entretenir un couple. Mais bien sûr. Et pour pouvoir l'arroser tous les jours et que le couple grandisse et perdure dans le temps. C'est très important d'avoir aussi cette part un petit peu d'amitié. Oui. C'est bien, Anne-Laure, je viens d'être très claire. Mais il faut cette part d'amitié, il faut surtout ce qu'il y a dans la part d'amitié, ce que vous avez dit, c'est-à-dire la confiance, le partage et la réciprocité. C'est important dans le couple. S'il y en a un qui est là, si c'est toujours le même qui fait tout pour l'autre et que l'autre ne fait que profiter, je vois pas comment l'amitié et ou le couple peuvent durer. Ben en fait, si c'est toujours la même personne qui fait l'effort, c'est lassant, quoi. Ouais. Il faut que ce soit un petit peu des deux côtés. Oui. Mais de toute façon, vous savez, Ornella, en amitié, c'est pareil. Hein, il faut qu'il y ait une réciprocité. Si c'est toujours le même qui rend service à l'autre, à un moment donné, ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas réellement de l'ordre de l'amitié pure, hein, bien sûr. Absolument. Bon. Eh ben merci, Ornella, d'avoir conclu avec vous. Et là, on voit bien, hein, elle met la différence entre le fait qu'il y a ou pas de la sexualité, ce qui a été aussi... plus ou moins vu sous différents angles tout au long de ces 2 heures. En tout cas, je crois qu'on a bien avancé sur l'amitié. Vous pouvez réécrire votre livre, Anne-Laure Buffet. Non, je plaisante. Il est formidable. C'est un livre qui est sorti aux éditions Erol il y a déjà 2-3 ans. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'amitié, n'hésitez pas. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies ou bien sûr sur Internet. Merci beaucoup, Anne-Laure Buffet. Merci à vous, Brigitte. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Et alors lundi, ça va certainement beaucoup vous intéresser. On sera avec Ariane Calvo et c'est elle qui a choisi le sujet du jour. Comment lutter contre nos angoisses d'anticipation et pourquoi est-ce qu'on a tendance à toujours imaginer les pires scénarios et notamment la peur d'être quitté lorsque l'on est en amour. On en parlera donc avec Ariane Calvo et tout de suite je vous laisse en compagnie de Alexandre Delevanne.